Bonjour à tous, je me présente, Tiffaine Ducrot, responsable de la rédaction de droit public et international chez LexisNexis. Au nom de Lexis, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire organisé en partenariat avec le cabinet Fresco et dédié au règlement de compte dans les marchés publics de travaux. Ce webinaire durera environ 45 minutes. Je vous invite à poser par écrit toutes vos questions à l'aide du menu déroulant situé à droite de votre écran afin que les intervenantes puissent y répondre à l'issue de la session. Mais tout d'abord, quelques mots sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le règlement dans les marchés publics de travaux. C'est un sujet majeur retenant l'attention des praticiens spécialistes de la commande publique. Le 9 septembre dernier, l'Observatoire économique de la commande publique a publié son guide sur les bonnes pratiques en matière de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux. Élaboré en concertation avec les fédérations et les professionnels de la commande publique, en particulier des marchés publics de travaux, opérateurs économiques, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, ce guide traite par une approche pratique et pédagogique le circuit de facturation et de paiement tout au long de la vie du marché. En effet, comme nous le verrons aujourd'hui, le règlement des comptes dans les marchés publics de travaux intéresse tant les acheteurs que les titulaires de contrats de la commande publique. Aujourd'hui, plus précisément, ce webinaire s'intéressera aux réflexes et aux bonnes pratiques à avoir en termes de paiement des marchés publics de travaux. Plus précisément, seront abordées la question des avances qui interviennent au début du contrat et des acomptes présents tout au long de celui-ci. Un focus sera consacré aux décomptes, tant classiques que tacites. Par la suite seront abordées les questions portant sur le contentieux des paiements des marchés publics de travaux, axés principalement sur les voies d'action du titulaire du marché et du maître d'ouvrage. Pour répondre à l'ensemble de ces interrogations, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Hayes et Inès Fresco, avocate associée du cabinet S. Fresco Avocats, spécialiste du droit de la construction, du droit public des affaires et du droit immobilier. Merci à vous deux de nous consacrer votre matinée. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, ravie d'intervenir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on intervient, comme Tiffaine l'a dit, sur la question du règlement des comptes dans les marchés publics de travaux. Donc, on va se présenter peut-être rapidement. Vous nous dites si vous voyez bien la présentation PowerPoint qui est censée s'afficher. Je pense que c'est bon. OK. Alors, on va se présenter très vite. Donc, on a un cabinet d'avocats qui fait principalement du droit de la construction, qu'elle soit publique ou privée, mais beaucoup publique. Et on intervient en fait à tous les stades d'un projet de construction, que ce soit de la passation, de l'exécution ou du contentieux. Et donc, dans ce cadre-là, on propose aussi des actions gratuites et pédagogiques. Donc, nous avons une newsletter à laquelle vous pouvez tous vous abonner. On peut trouver le formulaire d'abonnement sur notre site internet. Vous avez aussi des vidéos d'actualité juridique sur des points de droit, comme le DGD tacite, comme l'expertise. Donc, ces vidéos-là sont consultables aussi sur le site YouTube du cabinet. Donc, vous pouvez les regarder. Il y a des petits formats très, très courts qui vont durer 3-4 minutes et des formats plus longs qui peuvent durer 10 ou 14 minutes. Donc, démarrons du coup par vous dire qu'il y aura un replay qui sera disponible à la fois chez LexisNexis, mais aussi chez nous, donc sur le site YouTube du cabinet. Donc, vous pourrez revisionner tout ce qu'on aura dit aujourd'hui. Le PowerPoint, on l'a établi au regard de l'état du droit actuel. Donc, évidemment, cet état du droit-là, dans 6 mois, il aura peut-être évolué. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on dit reflète effectivement l'état du droit tel qu'il est. Alors, on va commencer d'abord par la question, et c'est la première partie de ce webinaire, du paiement des marchés de travaux au tout début. Donc, ça sera l'avance. Et puis ensuite, en cours de route du marché, donc c'est tout ce qui est à compte et décompte. Donc, je laisse Inès prendre la parole sur ce point. Bonjour à tous, merci Marie-Cécile pour cette introduction. Donc effectivement, on va commencer par vous parler du règlement en marché public de travaux en prenant tout ce qui est dès le début l'exécution du contrat, puisque le règlement, c'est pas juste le paiement du solde en one shot à la fin, ça commence en fait dès le début du contrat. Et ça peut même commencer un peu avant le début du contrat, c'est ce qu'on appelle l'avance. L'avance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un paiement partiel d'une partie du prix du marché qui va être payé à l'avance. En marché public de travaux, l'avance, elle a pour objectif principal de permettre aux titulaires de pouvoir notamment se fournir, de se fournir en matériaux avant de commencer vraiment à commencer l'exécution des travaux.
L'avance, elle peut être obligatoire, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend du type de contrat qu'on a. Dès que le marché a un montant supérieur à 50 000 euros et qu'il dure plus de 2 mois, c'est 2 conditions cumulatives, alors l'avance est obligatoire et en tant que maître d'ouvrage, vous êtes obligé de la proposer. Le titulaire peut y renoncer s'il le souhaite, mais en tout cas, elle est obligatoire, il faut la proposer. Si ces 2 conditions-là ne sont pas réunies, l'avance n'est pas obligatoire. Donc elle est obligatoire ou non dans son principe selon dans quel type de marché on est. Et après, son montant est aussi fixé à la fois dans le Code de la commande publique et dans le CCAG travaux, qui prévoit un montant de 5 à 30% du montant du marché initial. Alors, si on est sur un marché de moins de 12 mois, l'assiette de ces 5 à 30%, c'est vraiment le montant du marché initial. C'est plutôt simple. Si on est Inès, excusez-moi, je me permets juste de vous interrompre. Je voudrais juste m'assurer que tous les participants, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas la présentation. Moi, je la vois bien. Est-ce que... Alors, n'hésitez pas à indiquer vos... Madame Sicot, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit bien, non? C'est bon. Merci. Tout va bien? C'est bon? Vous avez le... Apparemment, c'est très bien. Mais je vous laisse continuer. Parfait. Alors du coup, si on est sur un marché de plus de 12 mois, on est toujours sur 5 à 30%. Mais là, pour calculer ces 5 à 30%, on prend une somme égale à 12 fois le montant initial du marché qu'on va diviser par la durée en mois du marché. Donc le calcul de l'assiette est un peu compliqué, mais retenez ce qui est important, c'est que l'avance, c'est 5 à 30%. Le principe, c'est ça. On peut aller un peu au-delà de 30% si le titulaire fournit une garantie à première demande. Dans ces cas-là, on peut aller au-delà de 30%, mais le principe, c'est 5 à 30% pour le montant de l'avance. Ensuite, sur comment on rembourse cette avance, puisque donc, le titulaire se voit verser cette avance au fur et à mesure de l'exécution du marché. Ensuite, il la rembourse au maître d'ouvrage. Soit ces modalités de remboursement sont fixées dans le marché, auquel cas vous appliquez votre marché, votre CCAP. Soit c'est pas dans le marché, du coup là on applique ce qui est prévu dans le Code de la commande publique et dans le CCAG travaux, à savoir que si l'avance est supérieure à 30%, le remboursement va intervenir dès la première demande de paiement de l'entreprise, donc dès le début de l'exécution du marché et dès les premiers paiements, on commence à rembourser l'avance. Si l'avance est inférieure à 30%, vu que le montant est moindre, on peut commencer à rembourser plus tard, et plus tard, c'est à partir du moment où 65% du marché est exécuté. Donc le démarrage du remboursement est un peu décalé quand l'avance est inférieure à 30%. Voilà pour l'avance. Ensuite, donc, le marché a démarré, on a l'avance, on commence à exécuter les travaux. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle les acomptes. Donc, les acomptes mensuels. Qu'est-ce que c'est qu'un acompte? C'est un paiement mensuel, en fait, par le maître d'ouvrage au titulaire, à savoir que ces sommes, elles ne lient pas les parties. Donc, c'est des sommes qui vont être payées tous les mois. Mais ensuite, en fin de marché, donc il y a le principe du décompte général, Marie-Cécile va vous l'expliquer dans le détail, et à ce moment-là, on peut revenir sur les sommes qui étaient prévues dans les acomptes, puisque les acomptes ne sont pas définitifs. Comment on établit ces acomptes-là? Il y a toute une procédure dans laquelle le maître d'œuvre a un rôle assez central, puisqu'en fait, en tant que titulaire, vous, ce que vous allez faire, c'est établir un projet de décompte mensuel avant la fin de chaque mois, où vous mettez, en fait, selon l'avancement des travaux, toutes les sommes qui vous sont dues. Il peut y avoir aussi tout ce qui est travaux supplémentaires, travaux modificatifs. Tout ça, vous le mettez dans votre projet de décompte mensuel que vous transmettez au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, son rôle, lui, c'est soit d'accepter en l'état le projet de décompte mensuel, soit de le rectifier. Et ça devient ensuite le décompte mensuel. C'est plus un projet, ce qui est établi par le maître d'œuvre, c'est vraiment le décompte mensuel sur la base duquel il va proposer en fait un acompte mensuel, il va vous notifier l'acompte mensuel, il va le soumettre au maître d'ouvrage qui ensuite va vous payer cet acompte. Et ça, c'est vraiment tous les mois en fonction en fait de l'avancement des travaux. Donc, une fois qu'on a fait l'avance, éventuellement, et qu'on a fait des acomptes pendant tout le chantier, on arrive à la fin du chantier. Donc, on a l'achèvement des travaux. Et à partir de l'achèvement des travaux, commence cette phase de règlement global des comptes, dans laquelle le titulaire va demander à se faire payer le solde du marché, peut-être d'autres sommes en plus, et dans laquelle le maître de l'ouvrage, lui, va pouvoir dire qu'il faut minorer éventuellement le solde du marché, eu égard à des pénalités ou eu égard à des réfactions, par exemple, qui seront nécessaires. Alors, comment ça marche, cette étape du décompte général? Alors, déjà, on distingue, nous, dans notre présentation, deux choses. Ce qu'on appelle le DGD classique, qui est le DGD express, donc c'est la façon dont normalement les comptes se passent,
et le DGD tacite, dont on va parler après, qui est la façon un peu plus exceptionnelle, mais qui arrive quand même de temps en temps, grâce à laquelle on peut quand même régler ses comptes. Alors, pour la première partie, qui est le DGD classique, alors c'est le document finalement ultime de règlement des comptes, qui va arriver en fin de marché et qui permet de faire le point entre les plus et les moins, le solde, les postes indemnitaires, les réfactions, les pénalités. Le DGD, une fois qu'il est terminé, il est établi par le MOA, donc le maître de l'ouvrage, après diverses propositions du titulaire et du maître d'œuvre. L'impact de ce DGD est hyper important puisque quand on arrive en fin de procédure de règlement des comptes, si ce décompte général n'est pas contesté par le titulaire, il devient définitif. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dedans s'impose au titulaire et que le titulaire ne peut pas après dire « Ah ben finalement, je veux pas payer les pénalités » ou « Ah ben finalement, j'avais des travaux supplémentaires, j'aimerais bien me les faire payer ». Et donc, on va vous guider là sur la suite sur comment ça se passe parce qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à un DGD. Alors, la toute première étape dans le DGD, c'est d'avoir un projet de décompte final. Donc, le projet de décompte final, c'est le titulaire qui l'établit. Donc, on a l'achèvement des travaux. Et le titulaire va faire un document dans lequel il va écrire j'ai reçu tant à titre d'avance, j'ai reçu tant à titre d'acompte, il reste tant à payer au titre du solde du marché. Par ailleurs, j'ai eu aussi des travaux supplémentaires, de l'imprévision, des suggestions techniques, j'ai eu pas mal d'aléas. Je peux aussi avoir subi les retards des autres entreprises. Je peux avoir subi le retard du maître de l'ouvrage. Et donc, j'aimerais être indemnisée. Donc, vraiment, le PDF, donc le projet de décompte final, reprend tout ce que le titulaire souhaite avoir en termes de paiement. Et c'est hyper important pour le titulaire d'inscrire absolument tout ce qu'il veut à l'intérieur, parce que tout ce qui n'est pas écrit dans le projet de décompte final ne pourra pas être demandé ensuite. Donc, il doit être vraiment, ça doit être un document complet qui est alimenté par le titulaire au fur et à mesure presque du marché pendant l'exécution pour qu'au moment où il faille faire le projet de décompte final, ça aille très vite et qu'il soit complet. Donc, il y a des délais, normalement, pour faire le projet de décompte final. Donc, le titulaire, en principe, a 30 jours après l'achèvement des travaux pour l'envoyer au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre. Il n'y a pas de sanction, à proprement parler, si on ne respecte pas ce délai en tant que titulaire, si ce n'est que le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'œuvre de se substituer au titulaire et de l'établir. Et donc là, évidemment, s'il y a une substitution du titulaire par le maître d'œuvre, c'est le titulaire qui paye. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le décompte final. Donc, le titulaire du marché a fait son projet de décompte final et l'a envoyé au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre a ce projet de décompte final et il va regarder à l'intérieur les sommes qui lui paraissent dues et les sommes qui lui paraissent pas dues. Et donc, cette reprise-là, en intégralité du projet de décompte final ou sa modification, ça s'appelle le décompte final. Il faut faire hyper attention, si vous êtes côté maître d'œuvre, il y a des délais impératifs à respecter qui sont un peu compliqués. Si vous regardez le CCAG travaux, il n'y a pas vraiment de délai. On ne vous dit pas le maître d'œuvre, une fois qu'il a reçu le projet de décompte final, a un délai de 15 jours. Ça, c'est pas écrit. Par contre, ce qui est écrit, c'est que le maître d'œuvre va devoir faire le décompte final et le projet de décompte général dans un délai compatible avec le délai que le maître d'ouvrage a pour notifier le décompte général au titulaire du marché. Et ce délai-là, c'est 30 jours à partir de la réception du projet de décompte final. Je vais vous montrer à la fin, vous inquiétez pas, il y a un petit schéma qui récapitule tout, ça sera plus simple. Et donc, du coup, le maître d'œuvre, le point d'attention, c'est ça. Il faut qu'il aille quand même assez vite dans le traitement. Et il faut, et c'est le deuxième point, il peut pas refuser en fait de traiter le PDF. On a beaucoup de cas, nous en tout cas dans notre pratique, où il y a des maîtres d'œuvre qui vont dire au titulaire du marché votre PDF est nul, il manque des éléments à l'intérieur, ou il y a des choses qui doivent être corrigées. Et bien, le maître d'œuvre ne peut pas demander ça au titulaire. S'il n'est pas d'accord avec le projet de décompte final proposé par le titulaire, il doit le modifier lui-même. Donc, on arrive à la deuxième étape, qui est le projet de décompte général. Donc, on a le maître d'œuvre qui, du coup, a fait le décompte final. Et ce décompte final-là, il va le transformer pour faire un projet de décompte général qui va envoyer au maître de l'ouvrage. Alors, ce projet de décompte général, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il va comprendre le décompte final, donc qui est le projet de décompte final établi par le titulaire, modifié par le maître d'œuvre. Il va prévoir aussi l'état du solde et les acomptes mensuels.
Donc, de manière générale, c'est un document qui va permettre au maître de l'ouvrage de dire oui, non ou oui, mais avec des modifications. Ça va faire vraiment le compte global du marché tel que le maître d'œuvre perçoit les choses. Donc, comme pour le décompte final, il faut que le maître d'œuvre agisse quand même avec une certaine célérité, puisqu'on a toujours semaine délai. Il faut que le maître d'œuvre agisse dans un délai compatible, permettant au maître de l'ouvrage de répondre au titulaire du marché sous 30 jours de la communication du projet de décompte final. Autre point d'attention qui est quand même important, c'est que le projet de décompte général ne lit pas le maître de l'ouvrage. Évidemment, ce n'est pas le maître de l'ouvrage qui le fait, c'est le maître d'œuvre. Donc, ça ne va pas venir lier le maître de l'ouvrage. C'est à peu près tout pour le projet de décompte général. On en arrive à l'étape d'après, qui est l'étape numéro 4. Donc, étape 1, projet de décompte final. Étape 2, décompte final. Étape 3, projet de décompte général. Étape 4, décompte général. Donc, le décompte général, c'est là où le maître de l'ouvrage commence à mettre la main à la pâte. Alors, c'est quoi le décompte général? Ça va être un document que le maître de l'ouvrage va faire en prenant pour base le projet de décompte général que le maître d'œuvre lui a envoyé. Ce document va être une reprise partielle ou intégrale, du coup, du projet de décompte général fait par le maître d'œuvre, avec éventuellement des petites modifications. Et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on met à l'intérieur. Alors, par exemple, dans votre décompte général, il faut absolument, si vous êtes maître de l'ouvrage, mettre toutes les réserves, tous les litiges, toutes les réclamations existantes. Il faut même mettre, dans un monde parfait, le montant des pénalités, ou à tout du moins écrire que des pénalités pourraient être applicables et comment on les calculerait. S'il n'y a pas de chiffrage, c'est pas grave. Dans un monde parfait, il faudrait un chiffrage. Mais en tout cas, ce qui est absolument impératif, c'est mettre le principe de la créance ou du litige ou de la réserve ou de la réclamation dans son principe. Parce que si le maître de l'ouvrage n'inscrit pas ces éléments dans le décompte général, il ne pourra plus jamais s'en prévaloir. De la même manière que le projet de décompte final lit le titulaire dans ce qu'il a écrit, le décompte général lit le maître de l'ouvrage dans ce qu'il a écrit. Autre point d'attention hyper important, mais c'est un peu une répétition des délais qui s'appliquent au maître d'œuvre, il faut que le maître de l'ouvrage envoie son décompte général dans un délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final par le titulaire. Si on n'arrive pas à respecter ce délai-là, on va rentrer dans toute la procédure possible de DGD tacite qu'on va vous expliquer après. Et donc, une fois que le maître de l'ouvrage a envoyé son décompte général au titulaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs options. Option 1, le titulaire du contrat peut dire « tout ça me va très bien, je signe, c'est parfait ». Et dans ce cas-là, le décompte général devient définitif. Option numéro 2, le titulaire peut lui considérer que globalement ça lui va, par exemple sur le solde du marché, mais par contre, il n'est pas tout à fait d'accord avec le maître de l'ouvrage sur le rejet complet et intégral de toutes ses demandes indemnitaires. Donc, le titulaire du contrat va devoir renvoyer le décompte général en expliquant pourquoi il n'est pas d'accord sur le rejet de ces demandes indemnitaires. Dans ce cas-là, tout ce qui n'est pas contesté par le titulaire devient définitif et ce qui est contesté n'est pas définitif. Donc, on arrive à un décompte général mi-définitif, mi-pas définitif. Et donc, ce décompte général ne sera contestable que sur la partie qui n'est pas définitive. Ce qui est définitif, c'est acquis, c'est terminé. Et donc, le titulaire, il a combien de temps pour dire oui ou non ou oui mais? Le titulaire, il a un délai de 30 jours pour se prononcer et pour du coup signer ou s'opposer explicitement au décompte établi. Et s'il s'oppose, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est une réclamation. Mais ça aussi, on va vous expliquer exactement comment ça marche. Et qu'est-ce qui se passe si le titulaire du contrat, par exemple, oublie de répondre? Le courrier est resté dans sa bannette, il n'a pas vu, le délai de 30 jours est dépassé. Ben, s'il est dépassé, le décompte général devient définitif. Voilà. La solution est assez dure pour le titulaire et donc le titulaire doit toujours faire bien attention de bien vérifier son courrier et de répondre dans les délais impartis. Donc, vous avez là, pour ceux qui voient le PowerPoint, un petit schéma qui récapitule toute la procédure de décompte général classique. Donc, on a d'abord l'achèvement des travaux, ensuite un délai de 30 jours supputatif, permettant au titulaire de faire son projet de décompte final. Donc, c'est pas un délai qui est sanctionné par quoi que ce soit, si ce n'est la possibilité pour le maître d'œuvre de substituer le titulaire dans le projet de décompte final. Donc, on a ce premier délai de 30 jours, décompte final. Ensuite,
Une fois que le titulaire a transféré son décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, le maître d'œuvre va faire le décompte final. Il va ensuite faire le projet de décompte général qu'il va envoyer au maître de l'ouvrage. Et le maître de l'ouvrage, lui, va s'en servir pour faire son décompte général qu'il va envoyer au titulaire. Et entre le moment où on a le projet de décompte final et le décompte général, il doit y avoir 30 jours. Pas plus que 30 jours. Et donc, une fois qu'on a ce décompte général, on a ensuite 30 jours pour le faire devenir soit définitif complètement, soit partiellement définitif, soit faire un contentieux avec une réclamation. Donc, je laisse Inès démarrer sur la suite. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de décompte général définitif avec une intervention du maître de l'ouvrage? Qu'est-ce qui se passe quand le maître de l'ouvrage ne fait rien et reste inerte? C'est le DGD tacite. Alors, à côté, effectivement, de la procédure de DGD classique que Marie-Cécile vient de vous expliquer, avec toutes les étapes qui impliquent du coup que le maître d'ouvrage, à un moment, établisse le décompte général, on a ce qu'on appelle le DGD tacite. Tacite parce qu'en fait, le DGD devient intangible du fait de l'inaction du maître d'ouvrage. Qu'est-ce que c'est que le DGD tacite? C'est une procédure, en fait, qui est prévue dans le CCAG travaux. Par défaut, cette procédure s'applique. C'est-à-dire que si dans votre CCAP, dans vos clauses particulières, vous n'y dérogez pas, cette procédure s'applique. Donc, il faut faire attention à ce qui est prévu dans vos contrats parce qu'effectivement, si votre CCAP n'y déroge pas, vous êtes soumis à la procédure qu'on appelle de DGD tacite. Et donc, en fait, ça donne la possibilité au titulaire d'obtenir le paiement de tout ce qu'il a mis dans son projet de décompte final si le maître d'ouvrage n'est pas réactif et ne répond pas dans le délai de 30 jours à son projet de décompte final et donc le maître d'ouvrage n'établit pas son décompte général comme il est censé le faire dans la procédure de DGD classique, alors le titulaire peut en fait se substituer au maître d'ouvrage, établir lui-même le décompte général et ensuite ce décompte général deviendra définitif si le maître d'ouvrage ne répond pas sous 10 jours. Donc il y a 2 délais que le maître d'ouvrage doit entre guillemets rater pour que le projet de décompte final devienne le décompte général définitif tacite. Premier délai, le titulaire établit un projet de décompte final, le maître d'ouvrage ne répond pas sous 30 jours, du coup le titulaire peut établir lui-même le décompte général. Et si ensuite il n'y a toujours pas de réponse dans un délai de 10 jours, alors là, du coup, le décompte devient général, définitif et intangible et toutes les sommes que le titulaire a mis dans son projet de décompte final, ces sommes doivent être payées par le maître d'ouvrage. Et donc, en fait, c'est vraiment une double sanction pour le maître d'ouvrage puisque non seulement il ne peut plus contester les sommes que le titulaire a mis dans le projet de décompte final, donc il ne peut plus contester par exemple des travaux modificatifs, des travaux supplémentaires que le titulaire a mis et que le maître d'ouvrage ne comptait pas payer, mais comme il ne les a pas contestés dans le bon délai et qu'il n'a pas établi, lui, son projet de décompte général, et bien du coup, ces sommes-là deviennent complètement définitives, intangibles, le maître d'ouvrage ne peut plus s'y opposer et doit les régler. Donc ça, c'est le premier inconvénient pour le maître d'ouvrage. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il ne peut pas, lui, intégrer les sommes qu'il entendait se faire régler par le titulaire. Par exemple, tout ce qui est pénalité, il les a pas mis dans le décompte, et ben c'est trop tard. Du coup, il ne pourra plus réclamer de pénalité. Il pourra plus réclamer de sommes, comme disait Marie-Cécile, tout ce qui est réfaction, tout ce qui est non-levé des réserves. Il ne pourra pas les réclamer puisqu'en fait, il n'a pas établi de décompte général et donc il n'a pas indiqué les sommes qu'il entendait se faire payer. Et en fait, c'est entre guillemets trop tard puisqu'il a passé le double délai d'abord de 30 jours, il n'a pas répondu, puis 10 jours, il n'a toujours pas répondu. Et dans ce cas-là, en fait, le titulaire force, entre guillemets, le règlement des comptes par le maître d'ouvrage, puisque tout ce qu'il a mis dans son projet de décompte final, ça devient définitif, il n'y a plus d'opposition possible de la part du maître d'ouvrage. Donc c'est vraiment une procédure à laquelle il faut faire très attention. Déjà, il faut vérifier si vous y êtes soumis ou pas. Si vous y êtes soumis, eh ben, il faut être très, très, très vigilant, vous, en tant que maître d'ouvrage, sur le délai de 30 jours, puis le délai de 10 jours, puisque si vous ne répondez pas dans ces délais-là, ça devient intangible, vous n'avez plus de moyen de vous y opposer. Et la jurisprudence est vraiment très stricte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le titulaire a bien respecté tous les délais, a bien fait son projet de décompte final, n'a pas eu de réponse sous 30 jours, a ensuite notifié le décompte général au maître d'ouvrage, n'a toujours pas eu de réponse sous 10 jours, dans ces cas-là, la jurisprudence est stricte et applique strictement le CCAG travaux qui dit qu'il y a bien un DGD tacite qui est né. Et c'est très dur, vous, en tant que maître d'ouvrage, de soulever des arguments contre l'établissement du DGD tacite, puisque même si, comme disait Marie-Cécile, le délai initial de 30 jours, par exemple, si vous dites oui, mais il n'a pas
fait son projet de décompte final dans les 30 jours à compter de la réception des travaux. Ça, c'est pas un argument valable. Le juge va vous dire le délai de 30 jours, il est sanctionné par rien dans le CCAG travaux. Donc, même si ce délai-là n'a pas été respecté, à partir du moment où ensuite toutes les étapes ont bien été suivies, il y a eu les 30 jours, il y a eu le décompte général établi par le titulaire, puis les 10 jours et toujours pas de réponse, on a un DGD tacite qui est né. Et en tant que maître d'ouvrage, vous devez régler toutes les sommes qui sont dans ce DGD tacite. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant en tant que maître d'ouvrage sur cette procédure-là. Et vous, titulaire, aussi vérifier que vous y êtes soumis ou non et vous saisir de cette procédure parce que c'est vraiment un levier important pour vous permettre de forcer en fait le règlement des comptes, notamment quand il y a des débats avec le maître d'ouvrage. S'il rate ces 30 jours puis ces 10 jours-là, vous avez la possibilité d'avoir un DGD intangible qui n'est plus contestable par le maître d'ouvrage et vous pouvez vous faire régler ces sommes-là. Donc, il faut être très vigilant, bien vérifier ce qui est prévu dans les contrats à l'origine. Et si vous, en tant que maître d'ouvrage, vous trouvez cette procédure dangereuse et que vous avez peur, entre guillemets, de vous prendre les pieds dans le tapis, ce qu'il faut faire, c'est d'y déroger dans vos CCAP, parce que si vous n'y dérogez pas, ça s'applique par défaut, le CCAG travaux s'applique et le CCAG travaux le prévoit. Donc, il faut être très vigilant et si on a peur de se planter, entre guillemets, prévoir d'y déroger systématiquement dans ces CCAP. Sinon, après, les titulaires s'en saisissent et vous vous retrouvez avec des DGD qui sont tacites, intangibles et que vous êtes obligé de régler. Donc maintenant qu'on sait comment ça marche, les acomptes, les avances, le décompte général, express, tacite, on va arriver à la deuxième partie du règlement des comptes. C'est quelles sont les voies d'action, beaucoup plus contentieuses, pour se faire payer, qu'on soit maître de l'ouvrage ou qu'on soit titulaire. Alors, on va vous présenter d'abord, côté titulaire, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, vous êtes titulaire, vous avez le décompte général, et vous n'êtes pas content de ce qui est écrit dedans, ça vous va pas. Vous avez des sommes que vous avez inscrites dans votre projet de décompte final à titre réclamatoire, donc par exemple de l'imprévision, des travaux supplémentaires, de l'immobilisation en raison de retard. Vous avez inscrit plein de sommes et ces sommes-là, le maître de l'ouvrage dans son décompte général ne veut pas vous les payer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous recevez ce décompte général, vous avez 30 jours pour faire une réclamation. Alors, la réclamation, c'est quoi? C'est un document. Donc, en fait, vous faites un document Word. C'est assez simple. Où vous, titulaire, vous allez écrire pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le décompte général qui a été fait par le maître de l'ouvrage. Alors, qui c'est qui doit le faire quand vous êtes un groupement? Alors, si vous êtes un groupement en tant que titulaire, c'est toujours le mandataire. La réclamation qui sera faite par un membre du groupement qui n'est pas le mandataire n'est pas recevable. Ça ne marche pas. Donc, faites toujours très attention. Si vous êtes co-traitant, à bien faire passer toujours votre réclamation par le mandataire. Et donc, le mandataire, qui représente le groupement en tant que titulaire, va envoyer cette réclamation à la fois au maître de l'ouvrage, mais aussi au maître d'œuvre qui devra forcément être en copie. C'est hyper important pour la suite de la procédure. Alors, c'est quoi le contenu exact de la réclamation? Ça sera évoquer l'ensemble des motifs que vous avez pour pas être d'accord avec le décompte général. Et pour chaque chef de contestation, il faut que vous notiez les sommes que vous réclamez et la justification. Alors, c'est important de le rappeler, vous n'allez pas pouvoir réclamer quelque chose que vous n'avez pas inclus dans votre projet de décompte final si vous êtes titulaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait du règlement des comptes et du décompte général, tout ce que vous mettez titulaire dans votre projet de décompte final vous lie. Donc, si par exemple, au moment du projet de décompte final, vous oubliez de demander l'imprévision, vous ne pouvez pas ensuite, dans le cadre de la réclamation, essayer quelque part de purger ce défaut en inscrivant ça dans la réclamation. Une fois qu'on se retrouvera à l'étape du juge, ça ne passera pas. Alors, la réclamation, il faut que vous la fassiez dans un délai de 30 jours après la réception du décompte général. Et donc, sur tout ce que vous avez réclamé, le décompte général ne deviendra pas définitif. Par contre, sur toutes les choses sur lesquelles vous ne réclamez pas, ça devient définitif. Donc, il faut faire attention de bien viser suffisamment large pour pas se retrouver avec des éléments où vous pensiez que c'était peut-être sous-entendu par d'autres phrases, mais de manière pas très claire, et qui n'étaient pas vraiment sous-entendus pour un juge, et du coup d'avoir des postes, par exemple, qui deviennent définitifs alors que vous entendiez les contester devant le juge. Pensez aussi, dans votre réclamation, à mettre tous les justificatifs. Donc, par exemple, si vous demandez des travaux supplémentaires et vous mettez un prix,
il faut que vous indiquiez pourquoi c'est ce prix-là. Donc, il faut des factures, il faut des demandes du maître de l'ouvrage dans un monde parfait pour dire pourquoi vous voulez le paiement des travaux supplémentaires, c'est parce qu'ils ont été demandés, ou il faut que vous démontriez, par exemple, la nécessité de ces travaux. Enfin, il faut au moins faire quelques lignes pour expliquer. Parce qu'en fait, la réclamation, au-delà de son intérêt de vous permettre, vous, en tant que titulaire, de créer un contentieux par la suite devant le juge, l'intérêt, c'est aussi peut-être de négocier avec le maître de l'ouvrage. Sauf que si vous lui envoyez un document à trous où il manque plein de choses et où rien n'est justifié, on risque surtout de braquer le maître de l'ouvrage, pas forcément de créer une négociation ou un terreau propice à une discussion. Donc vraiment, un soin particulier doit être apporté à la réclamation. Et si vous faites des gros chantiers en tant que titulaire, souvent la réclamation, ça se prépare. En fait, quand vous faites un chantier qui dure plusieurs années, vous voyez qu'il y a des points un petit peu d'achoppement avec le maître de l'ouvrage. Vous sentez par expérience qu'il y a certaines choses où ça va être compliqué de vous faire payer. Et donc tout ça, vous devez le tracer. Vous devez avoir une mémoire, une archéologie qui fait qu'en fait, votre réclamation, quand vous allez la faire, parce que vous avez que 30 jours, ça va aller vite. Donc pensez à ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous, titulaire, vous avez envoyé votre réclamation au maître de l'ouvrage? Le maître de l'ouvrage, lui, aura 30 jours pour la traiter. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Soit il vous répond, il vous dit oui, je suis tout à fait d'accord avec le contenu de votre réclamation. Mettons-nous d'accord. Bon, ça peut arriver, c'est assez rare. Option 2, le maître de l'ouvrage va vous dire je suis d'accord sur tel point et tel point, mais pas sur d'autres. Donc, vous allez négocier sur les points d'accord, finalement, et essayer de repousser les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais le maître de l'ouvrage aussi peut tout simplement vous répondre non ou ne pas vous répondre. Et s'il ne vous répond pas, ça veut dire non. Donc ça, c'est la réclamation. Donc, vous verrez là sur le PowerPoint, on vous récapitule les délais. Donc, on a le décompte général. On a 30 jours pour faire la réclamation. On a 30 jours pour avoir la réponse du MOA ou pas de réponse qui veut dire non. Et ensuite, on peut éventuellement faire un règlement amiable, mais ça, on va vous l'expliquer par la suite. Et on peut saisir aussi un juge. Et donc, pour la saisine du juge, il y a un délai de 6 mois entre la décision du maître de l'ouvrage de vous dire non en tant que titulaire et le moment maximal où vous pouvez saisir le juge. Si vous le faites après les 6 mois, c'est trop tard, votre recours est forclos. Donc, en fait, votre action ne marchera pas. OK. Avant d'arriver à cette saisine du juge en cas de rejet de la réclamation ou d'absence de réponse de la réclamation à la réclamation du maître d'ouvrage, on a plusieurs modalités de règlement amiable des litiges qu'on peut activer en tant que titulaire pour essayer de trouver une solution amiable au litige et éviter d'aller devant le juge, de devoir saisir le juge et d'avoir les délais de jugement qui sont associés à la saisine du juge. Le premier mode de règlement amiable qu'on peut activer, c'est la médiation. La médiation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus donc, qui est confidentiel et dans lequel les parties vont essayer de trouver ensemble une solution amiable avec l'aide d'un médiateur. Le médiateur, il n'est pas là pour trouver, proposer ou imposer une solution aux parties. Il est là pour faire en sorte que les parties discutent, échangent et trouvent elles-mêmes, fassent naître une solution qui n'est pas forcément une solution fondée en droit, une solution purement juridique. Ça peut être une solution financière qui techniquement va bien aux parties, ça peut être une solution en équité, c'est possible, mais en tout cas, cette solution, elle doit venir des parties, elle n'est pas imposée par le médiateur. Cette médiation, elle peut intervenir donc avant la saisine du juge, donc par exemple quand on est dans le délai de 6 mois que Marie-Cécile évoquait, avant de saisir le juge, on peut avoir recours à la médiation, ça interrompt le délai de recours, donc pendant toute la durée de la médiation, le délai de 6 mois est suspendu. Et donc, vous n'avez pas, entre guillemets, de risque de prescription puisque c'est suspendu. Elle peut intervenir aussi pendant le procès ou après le procès. Donc, pendant le procès, si, en fait, en cours des échanges de mémoire, on se rend compte qu'il vaut mieux trouver une solution amiable, on peut rebasculer en médiation à tout moment et on peut y avoir recours ensuite, après un procès même complètement, pour exécuter une décision et trouver des modalités d'exécution de la décision. Le coût, il peut être alors soit gratuit, si vous êtes devant le juge et que le juge fait office de médiateur, là la médiation sera gratuite. En revanche, si vous faites appel à un médiateur professionnel, ce qui intervient dans la majorité des cas, il faudra régler le coût du médiateur. En général, c'est partagé à 50%, 50-50 entre les parties. La médiation, vous pouvez y avoir recours, même si ça n'est pas prévu dans le contrat. Il y a des contrats qui prévoient un recours obligatoire à la médiation avant de saisir le juge. Ce n'est pas toujours le cas et même si ça n'est pas prévu, vous pouvez, en tant que titulaire, solliciter une médiation
directement par le biais d'un médiateur, ou alors après avoir saisi le juge, si le juge vous le propose, dire que oui, bien sûr, vous êtes ouvert à une médiation et que vous souhaitez passer par cette solution amiable pour trouver une solution qui soit déjà plus rapide et qui permette ensuite aussi plus facilement la poursuite d'éventuelles relations commerciales avec le maître d'ouvrage dans d'autres potentiels marchés publics. Donc comment ça fonctionne très concrètement? Vous faites votre réclamation, vous n'avez pas de réponse du maître d'ouvrage ou vous avez un rejet de la part du maître d'ouvrage dans le délai de 30 jours. Avant d'aller à la saisine du juge dans les 6 mois, vous pouvez saisir un médiateur ou saisir le juge qui désignera un médiateur. S'enclenche la discussion avec l'aide de ce médiateur. Dans cette discussion, soit une solution est identifiée entre les parties, et dans ces cas-là, on va pouvoir aller à la rédaction d'un accord de médiation. Cet accord de médiation ou cette transaction, elle n'est pas rédigée par le médiateur. Soit elle est rédigée directement par les parties entre elles, soit il faut faire appel à des avocats pour rédiger l'accord, puisque le médiateur, lui, il est là vraiment pour faire discuter les parties, mais il n'intervient pas dans la rédaction de cet accord de médiation ou de cette transaction. S'il n'y a pas d'accord, en revanche, et ben là, il faut saisir le juge et on passe sur tout ce qui est recours contentieux que Marie-Cécile vous détaillera ensuite. Deuxième type de règlement amiable des litiges possibles, c'est ce qu'on appelle le médiateur des entreprises. Le principe, c'est vraiment exactement le même que la médiation qu'on vient d'évoquer ensemble. C'est un peu un sous-type de médiation. C'est une médiation, mais qui va être effectuée par le médiateur des entreprises, qui est un organe qui est en fait rattaché au ministère de l'économie, à Bercy. Et alors, son avantage principal, c'est que c'est un médiateur spécialisé qui est gratuit. Là où les autres médiateurs ont un coût, le médiateur des entreprises, vous pouvez y avoir recours et le saisir de manière gratuite. Le principe reste exactement le même que pour la médiation classique, c'est-à-dire que c'est confidentiel. Ça peut intervenir à tout moment, avant, pendant ou après le procès. Ça interrompt aussi les délais de recours. Et la solution, de la même manière que pour la médiation classique, elle n'est pas proposée par le médiateur, elle doit être vraiment identifiée par les parties à l'aide du médiateur qui fait en sorte que les parties se parlent. Et ensuite, le processus est exactement le même, c'est-à-dire qu'on saisit le médiateur des entreprises, la discussion s'enclenche, soit on identifie une solution et il va falloir rédiger un accord de médiation ou une transaction, soit directement par les parties. Là, pareil, le médiateur des entreprises n'intervient pas dans la rédaction de cet accord, soit avec l'aide d'un avocat, soit s'il n'y a pas d'accord, ensuite on repasse sur les recours classiques, contentieux, et on saisit le juge. Dernier type de règlement amiable, c'est ce qu'on appelle les comités consultatifs de règlement des litiges dans les marchés publics. Le CCIRA, il y en a plusieurs, il y en a un national, et puis après il y a des comités régionaux qui sont saisis en fonction du lieu d'exécution du marché, la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est que ces comités? C'est en fait des organes donc, collégiaux, vous avez plusieurs personnes qui vont venir juger entre guillemets des litiges, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est litige lié au règlement, enfin c'est tout ce qui est litige financier. Donc pour les litiges liés au règlement des comptes, on est typiquement dans la compétence des CCIRA et on est sur un règlement amiable où on cherche vraiment une solution qui peut être, alors là, fondée en droit partiellement, mais aussi sur l'équité. On est toujours sur une solution amiable, c'est pas un juge, donc c'est une solution qui peut être partiellement fondée en droit, mais on a aussi l'idée de trouver une solution qui soit équitable et qui soit financièrement et techniquement acceptable par les parties. Le processus est aussi confidentiel, c'est gratuit, c'est également gratuit comme le médiateur des entreprises. Ça interrompt les délais de recours, mais là, par contre, on va pouvoir y avoir recours qu'avant un procès. Donc, c'est vraiment dans ce délai de 6 mois avant d'aller sur le recours contentieux, vous saisissez le CCIRA, ça va interrompre vos délais de recours, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut le faire parce qu'ensuite, en cours de procès, vous n'avez plus la possibilité de le saisir. C'est vraiment un préalable à la saisine du juge. Comment fonctionne ce CCIRA ? Il fonctionne en fait un peu finalement comme un tribunal dans son fonctionnement pratique puisque vous saisissez le CCIRA, il y a des échanges de mémoire écrits, ensuite entre les parties, ensuite il y a une audition devant le CCIRA, un peu comme une audience, et le CCIRA à l'issue de cette audition va rendre un avis. La particularité de cet avis, c'est qu'il est non engageant, donc le maître d'ouvrage peut décider soit de le suivre et ensuite on rebascule sur une solution acceptée par les parties et on rédige une transaction, soit le maître d'ouvrage ne suit pas l'avis et dans ces cas-là, on va au recours contentieux et on n'a pas d'autre possibilité, d'autre recours que de saisir un juge d'un recours contentieux classique.
Et donc, on passe à la suite. Donc, dans l'hypothèse où il n'y a pas de solution amiable identifiée avant le recours, quels sont les recours qui sont possibles? Alors, sur ça, on peut toujours trouver une solution amiable, hein, même une fois qu'on a introduit un recours. On peut faire une médiation, comme Inès l'a dit, une fois qu'on a introduit un recours. Et puis aussi, on peut faire de l'amiable simple, j'ai envie de dire presque classique et d'époque, faire la négociation en direct entre les parties pour trouver une solution. Donc ça, c'est toujours possible, même une fois qu'on a introduit un recours. Alors, donc toujours là, côté titulaire du contrat, quels sont les types de recours qu'on peut faire? Alors, il y a un recours, on en parle parce qu'il existe, mais effectivement, c'est pas un recours qui va être classique ou qui va être suffisamment mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est très contraint. Donc, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, dans certains cas très précis, on peut, dans un marché public de travaux, avoir recours à un arbitrage. Donc, ça va être des cas souvent déterminés par la loi ou parce qu'il y a des exceptions très particulières qui sont dans les statuts de la personne publique maître de l'ouvrage qui permettent d'avoir recours à l'arbitrage. Quand on fait un arbitrage, quand on a le droit de faire un arbitrage, en général, c'est prévu dans le contrat. Donc, on va avoir dans le contrat tout de suite la possibilité de faire l'arbitrage avec la dénomination de l'arbitre, les modalités de l'arbitrage, comment ça va fonctionner, la procédure. Et en fait, l'arbitrage, ça va venir remplacer finalement la saisine d'un juge. Alors, c'est quoi l'intérêt d'un arbitrage par rapport à un juge? Alors, on a plein de choses qui sont similaires. Il y aura quelqu'un qui va rendre une décision, ça s'appelle la sentence arbitrale. On aura un ou plusieurs arbitres. Donc, ils vont agir un peu comme un juge. Chacun va conclure, présenter des mémoires, présenter son point de vue. Ça peut être plus rapide qu'un vrai procès où on va devant un juge, mais c'est souvent beaucoup plus cher parce que contrairement à un juge, l'arbitre, on le paye et bon, ses avocats, on les paye, mais souvent un arbitrage, parce que ça peut être beaucoup plus court qu'un vrai procès, c'est beaucoup plus actif et donc c'est des sujets beaucoup plus compliqués souvent puisqu'on fait un arbitrage que pour les gros contrats. Et donc, ça suppose en effet des frais souvent de procédure qui sont très importants. Alors, comment ça marche un arbitrage? Ça veut dire qu'on a un marché public avec une clause compromissoire à l'intérieur, donc qui prévoit l'arbitrage. Le litige survient. Vous, titulaire, vous allez saisir l'arbitre. L'arbitre va vous entendre, on va échanger des petits mémoires. Il va rendre sa sentence arbitrale et la sentence arbitrale, elle s'impose aux parties. Donc ça, c'est la première option, c'est l'arbitrage. Donc option très marginale. Deuxième option, l'option classique. On saisit le juge. Donc vous êtes titulaire, vous allez saisir le juge dans quel cas? Soit parce que vous voulez contester le décompte général, soit parce que vous voulez faire valoir un décompte général et définitif tacite, soit parce que vous voulez vous faire payer le solde. Donc c'est les trois cas un petit peu d'école pour lesquels en tant que titulaire, vous allez saisir le juge. Vous avez deux types de recours que vous pouvez faire. Le recours au fond qui va durer entre 2-3 ans, ou le référé provision qui, alors j'aimerais bien vous dire que ça dure qu'1 an, mais souvent ça dure plus, et qui vous permet normalement d'aboutir à une solution plus rapide. La grande différence entre le recours au fond et le référé provision, c'est les pouvoirs du juge. Dans un recours au fond, il faut tout démontrer, on peut y aller même sur des choses qui sont contestées par l'autre partie ou qui sont pas évidentes. Quand on demande une provision en référé, donc c'est le cas souvent du DGD tacite, il faut qu'on soit en présence d'une créance qui est absolument et parfaitement évidente. Et donc c'est pour ça que si on a bien respecté l'ensemble des étapes du DGD tacite qu'Inès vous a expliqué, on peut normalement et sur le principe faire un référé provision. Parce qu'en référé provision, le juge, c'est le juge de l'évidence. Donc il va se prononcer sur un truc évident. Si c'est pas évident, vous avez perdu 2 ans de procédure et ensuite il faudra aller devant le juge du fond pour se faire entendre, tout en se traînant comme un boulet le fait que vous avez une décision défavorable en référé. Et donc si vous voulez faire un recours au fond en tant que titulaire ou faire un référé provision, comment ça marche? Eh bien, c'est comme un petit peu pour l'amiable. Vous avez l'achèvement des travaux, vous avez toute la procédure de règlement des comptes, vous avez une décision défavorable du maître de l'ouvrage, vous faites ensuite votre réclamation. Le maître de l'ouvrage a un délai de 30 jours pour vous répondre, oui, non à la réclamation, et ensuite vous avez 6 mois pour saisir le juge. Et le juge ensuite, après une procédure plus ou moins longue en fonction de si on est en référé provision ou de si on est en recours au fond, il va rendre son jugement, qui sera susceptible d'appel naturellement dans un certain délai. Donc, combien ça coûte? Ça, c'est intéressant aussi, le recours. Alors, contrairement à l'arbitrage, on ne paye pas le juge.
il n'y a pas de frais d'arbitrage, si ce n'est les frais d'avocat. Et sur ça, les personnes publiques peuvent, dans certains cas, se dispenser d'avocat. Mais si vous êtes titulaire, il n'y a pas le choix, il faut quand même prendre un avocat. Donc ce sera ça le coût finalement d'un recours. Du coup, ça, on a vu tout ce qui était modalité d'action quand il n'y a pas d'accord sur le principe du décompte général et définitif du titulaire. On va voir maintenant quelles sont les voies d'action du maître d'ouvrage quand il n'est pas d'accord avec les sommes qu'expose le titulaire ou quand lui, il veut se faire payer notamment les pénalités ou les réserves et réfactions du marché. Elles sont similaires en termes d'amiable et de recours avec des toutes petites précisions qu'on va vous apporter, mais sur l'amiable, en tant que maître d'ouvrage, vous avez les mêmes possibilités que le titulaire. Vous pouvez saisir un médiateur classique professionnel, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises et vous pouvez saisir le CCIRA. Les points d'attention que vous aurez, vous, en tant que personne publique et en tant que maître d'ouvrage, dans tout ce qui est procédure comme ça de règlement amiable des litiges, c'est au moment de rédiger la transaction, il faudra faire attention puisque vous êtes toujours une personne publique, toujours soumise à l'interdiction des libéralités, vous gérez des deniers publics, donc il faut faire attention dans les concessions que vous faites aux titulaires à ce que ça ne soit pas une libéralité et que vous ne payez pas des sommes que vous ne devez pas et que chaque somme que vous réglez soit bien fondée en droit et soit bien expliquée dans la transaction pour qu'on ne puisse pas vous reprocher d'avoir, entre guillemets, fait une libéralité. Donc il faut être vigilant à ça dans tout ce qui est règlement amiable des litiges, dans la transaction. Il faut que la transaction respecte l'ordre public et ne constitue pas une libéralité. Cette transaction, elle pourra ensuite être homologuée par un juge. C'est pas obligatoire, mais il y a la possibilité de le faire. Donc voilà pour l'amiable. Sinon, le reste est exactement similaire à ce qu'un titulaire peut faire en termes de règlement amiable, médiateur des entreprises et CCIRA. Là où on a une différence majeure avec le titulaire, c'est qu'en tant que personne publique, vous avez la possibilité d'émettre ce qu'on appelle un titre exécutoire. Alors, c'est quoi un titre exécutoire? En fait, en principe, quand on veut faire exécuter une décision, donc là, en l'occurrence, c'est se faire payer les sommes qu'on estime devoir vous être dues en tant que maître d'ouvrage, les pénalités ou tout ce qui est non-levée des réserves ou réfaction. Il faut normalement passer devant un juge, avoir une décision d'un juge qui ensuite devient exécutoire. Sans avoir une décision judiciaire, on n'a pas normalement de titre exécutoire. Ça, c'est pour le principe et c'est notamment le principe qui s'applique aux titulaires. En tant que personne publique, il y a un privilège qui est un sacré privilège en règlement des marchés publics de travaux, c'est la possibilité d'émettre, en tant que maître d'ouvrage, un titre exécutoire. Alors, c'est pas vous qui l'émettez directement, en fait, c'est les impôts, c'est la DGFiP, mais vous avez la possibilité de demander à la DGFiP d'émettre ce titre exécutoire, alors même que vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas prévu de saisir le juge. Vous n'avez pas de décision judiciaire, mais vous pouvez faire émettre un titre exécutoire et ça va vous permettre, c'est très puissant comme levier, puisque vous pouvez du coup saisir directement les sommes auprès du titulaire. C'est une saisie, entre guillemets, classique. Vous demandez à la DGFiP d'établir le titre exécutoire et ensuite la DGFiP va saisir les sommes directement sur les comptes du titulaire. Donc c'est un levier qui est vraiment très puissant, mais du coup, les possibilités d'y recourir sont quand même très encadrées. On ne peut pas saisir comme ça tout ce qu'on veut en tant que maître d'ouvrage. C'est pas non plus complètement open bar, puisqu'il faut avoir une créance qui est certaine et qui est fondée. Ça veut dire quoi une créance certaine et fondée quand on parle de décompte général et définitif? Eh ben, il faut qu'elle soit définitive et notamment il faut qu'elle soit bien inscrite dans le DGD. C'est-à-dire que si vous avez oublié d'inscrire des pénalités ou d'inscrire la totalité des pénalités dans le décompte général qui est devenu le décompte général et définitif, dans ces cas-là, vous n'avez pas la possibilité d'émettre un titre exécutoire sur les pénalités. Donc, première chose, il faut que ce soit fondé, il faut que ce soit inscrit dans le décompte et que la créance soit certaine. Elle n'est pas certaine, notamment si le titulaire a émis des réserves sur les pénalités. Si vous avez inscrit ces pénalités dans le DGD, mais que le titulaire les conteste et s'y oppose, vous ne pouvez pas non plus émettre un titre exécutoire. Il faut vraiment que ce soit une créance certaine et qu'elle soit définitive et non contestée par le titulaire. En revanche, s'il n'y a pas eu de contestation, s'il n'y a pas d'observation sur les pénalités, par exemple, vous pouvez émettre votre titre exécutoire, faire émettre votre titre exécutoire par la DGFiP qui va venir saisir les sommes auprès du titulaire. Il faudra quand même être, petit point d'attention, être très vigilant sur la rédaction du titre puisque vous pouvez facilement avoir des vices de forme si vous ne fondez pas très précisément votre titre et que vous n'indiquez pas sur quel fondement vous saisissez les sommes, quelles sont les sommes très précises que vous entendez saisir et que vous ne faites pas référence au décompte général et définitif. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais sous ces réserves-là,
En tant que personne publique, vous avez cette possibilité d'émettre un titre exécutoire. Il faut y penser dans certains dossiers puisque ça peut être intéressant et c'est très facile. Vous y allez sans décision du juge, vous pouvez faire saisir les sommes. Donc pensez-y, c'est une possibilité qui vous est offerte en tant que personne publique. Ce qui nous fait passer à la dernière partie, quels sont les recours qui sont ouverts au maître de l'ouvrage? Alors, comme pour le titulaire, il y a toujours la possibilité de l'arbitrage, à condition que ce soit un contrat soumis à l'arbitrage et qu'il y ait une clause compromissoire dans le contrat. Deuxième hypothèse, c'est de saisir un juge. Donc le maître de l'ouvrage a effectivement la capacité de faire un titre exécutoire, mais il y a plein de cas dans lesquels un titre exécutoire ne sera pas pertinent. C'est les cas qu'Inès a évoqués. Par exemple, on a des pénalités qui sont contestées dans le cadre d'une réclamation par le titulaire du contrat. On ne peut pas saisir les pénalités comme ça sur le compte. Ça ne va pas être possible. Donc, dans ces cas-là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire en tant que maître de l'ouvrage? Si on a une contestation, on va devoir forcément faire un recours au fond ou un référé provision pour venir récupérer les pénalités. Et donc, souvent, les cas d'école dans lesquels les maîtres de l'ouvrage saisissent le juge, c'est soit pour se faire payer des reprises ou des réserves non levées, soit pour se faire payer les pénalités par le titulaire du contrat. Et donc, les recours, c'est quoi? C'est soit un recours au fond, soit un référé provision. Et donc, il faut saisir le juge et ensuite attendre un certain délai pour avoir un jugement. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure concernant le titulaire, c'est toujours la même chose. En fait, dans un recours au fond, on en a pour bien 3 ans. En référé provision, on peut en avoir pour un peu moins. La difficulté quand vous êtes maître de l'ouvrage dans un référé provision, c'est que il faut quand même démontrer au juge que vous avez fait des démarches pour essayer par vous-même de récupérer les sommes. Donc, il va falloir peut-être lui expliquer pourquoi vous n'avez pas fait de titre exécutoire et pourquoi, en fait, finalement, on en arrive à sa saisie, puisque normalement, une personne publique ne peut pas saisir le juge pour faire quelque chose qu'elle pourrait faire elle-même. Et donc, ça termine ce petit webinaire et cette présentation. J'espère que c'était clair pour vous et je crois qu'on c'est le moment de faire des questions. Exactement. Merci beaucoup. C'était très riche, très intéressant. Alors, nous avons beaucoup de questions. On va pas pouvoir répondre à toutes. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Concernant le DGD, faut-il une réclamation pour se prévaloir d'un DGD tacite? Alors, tu veux y aller ou j'y vais? Ok. Alors, normalement, non. Parce qu'en fait, dans le CCAG travaux, ce qui est écrit, c'est qu'en fait, vous devez forcément faire une réclamation pour tout ce qui est différent. Sauf que le DGD tacite, c'est pas indifférent. En fait, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se battre. Normalement, il n'y a pas de choix, faut le payer en tant que maître de l'ouvrage. C'est automatique. Et donc, la jurisprudence, la récente, vient de le dire. La doctrine le disait déjà, mais la jurisprudence l'a confirmé. On n'a effectivement pas besoin d'avoir une réclamation. Donc, si on n'est pas payé DGD tacite, on peut saisir directement le juge ou passer directement dans le CCIRA ou le médiateur. Pas besoin de réclamation et pas besoin d'attendre 6 mois. Exactement. Une autre question. Alors, si on n'a pas du titre exécutoire, si le titre exécutoire est si efficace, pourquoi parfois les MOA vont devant un juge? Est-ce que c'est un usage, une façon de faire? Alors effectivement, parfois c'est un usage parce que les ouvrages sont pas toujours informés qu'ils peuvent faire des titres exécutoires, donc c'est une des premières explications, mais c'est pas l'explication principale. L'explication principale, c'est ce que disait Marie-Cécile, c'est qu'en fait, il faut que ce soit complètement incontestable et certain pour qu'on puisse faire un titre exécutoire. Dès lors qu'il y a eu une contestation sur le montant des pénalités ou même sur le principe des pénalités ou sur le fait d'avoir à payer des réfactions, des réserves, si le titulaire, dans tout le processus d'établissement du décompte, a fait des observations sur ces postes-là, et le maître d'ouvrage n'a plus la possibilité de les saisir directement par le biais d'un titre exécutoire et il est obligé, entre guillemets, de saisir le juge puisque le titre exécutoire ne sera pas valable. Parce qu'en fait, le titulaire, il faut le savoir, le titre exécutoire, c'est une décision administrative qui est contestable dans un délai de 2 mois à partir du moment, à partir de la date à laquelle il a été émis. Donc, si le titre exécutoire n'est pas valable parce qu'il y a des sommes qui sont contestées par le titulaire, très facilement, il demande la suspension de ce titre exécutoire et du coup, il n'y aura pas de possibilité pour le maître d'ouvrage de récupérer ces sommes-là. Elles ne seront jamais saisies, ces sommes. Donc, pour éviter d'avoir cette opposition
du titulaire qui sera fondée puisqu'il y a eu contestation, les maîtres d'ouvrage ont raison d'aller directement devant le juge dès lors qu'il y a une contestation. Oui, et puis je pense aussi pour compléter qu'il y a quand même un préjugé sur le titre exécutoire que je comprends, qui est que c'est pas faire. En fait, je pense que pas mal de maîtres de l'ouvrage ne le font pas parce qu'ils trouvent que c'est pas une façon propre de pallier voilà, au règlement des comptes. Et je comprends. C'est un peu violent, quoi. Ben, surtout quand le montant est important. Si on est par exemple sur des pénalités à 1 million d'euros, envoyer un courrier simple en disant on va saisir, bon, voilà, et puis ça peut braquer la suite des relations. Ça va pas forcément bien se passer. Ça rejoint une question qui nous a été posée également sur le titre, mais vous en avez en partie, je pense, répondu. Le titre exécutoire peut-il être utilisé en cas de pénalité non payée par le titulaire suite à un DGD classique? Oui, si elles sont définitives. Ouais. Faut qu'elles soient définitives. C'est-à-dire que si quand vous avez fait votre décompte général, vous avez inscrit les pénalités au moins dans leur principe, c'est pas grave si elles sont pas chiffrées, mais au moins dans leur principe, et que le titulaire du contrat, quand il a fait sa réclamation, s'il en a fait une, n'a pas dit je ne suis pas d'accord avec les pénalités, vous pouvez y aller pour un titre exécutoire. Très bien. Alors, peut-être une dernière, parce que le temps court. On revient un petit peu en arrière sur le décompte final. Pourriez-vous repréciser la différence entre le décompte final et le projet de décompte général? On a eu beaucoup de questions sur le DGD. En général, ça interroge tout le monde. Le DGD, c'est pas très, enfin, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de délais, plein de choses. Effectivement, alors la différence, c'est que donc on parle bien du décompte final. Hein. Le décompte final, c'est le maître d'œuvre qui va l'établir sur le fondement du projet de décompte final que le titulaire a fait. Ensuite, une fois qu'il l'a établi, donc il dit, en fait, c'est presque un document interne pour lui, de reprise du projet de décompte final du titulaire, qui garde. Sur la base de ce document-là, il va le transformer en un document qui va envoyer au maître de l'ouvrage, qui s'appelle le projet de décompte général. En fait, c'est ça la différence. C'est que le décompte final du maître d'œuvre, c'est un document pour lui, de presque un document de travail. Alors que le projet de décompte général qui est envoyé au maître de l'ouvrage, ben, il est envoyé au maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage va le regarder. Enfin, ça participe vraiment au règlement des comptes. Ok. Alors, il nous reste un petit peu Désolée, il reste un petit peu de temps, donc je résiste pas à ajouter une question. Alors, concernant le CCIRA, à quoi sert-il s'il n'est pas contraignant? Alors, effectivement, l'avis du CCIRA n'est pas contraignant, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage peut décider ou non de le suivre, selon si l'avis l'arrange ou pas. Après, en général, ça sert quand même de base de négociation pour la suite. C'est-à-dire que vous avez quand même un avis qui est fondé en droit, partiellement, mais vous avez un premier avis qui ensuite peut permettre de négocier sans avoir à passer devant un juge, puisque effectivement, on n'est pas obligé de le suivre, mais on a quand même une bonne base de discussion et de négociation. Or, chance que disait Marie-Cécile, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par une médiation ou par le CCIRA pour négocier. On peut négocier entre parties avec des avocats si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire non plus, et trouver une solution en dehors de tous ces circuits entre guillemets tracés de médiation. Une fois qu'on a l'avis du CCIRA, on peut s'en saisir, négocier en direct et puis trouver une solution et signer une transaction. Surtout que dans le CCIRA, dans la composition, il y a des juges. Et donc souvent, on va pas se mentir, l'avis du CCIRA, s'il y a un contentieux, il est suivi par le juge. Donc en fait, quelque part, enfin, et pas toujours à 300%, mais on va dire qu'à 90%, il sera suivi. Donc finalement, quand vous êtes maître de l'ouvrage, vous recevez un avis du CCIRA qui est pas favorable à votre point de vue, vous avez très peu de chances de faire changer d'avis le juge du fond qui sera saisi si on fait un contentieux. Donc en fait, ça vous permet un petit peu de sous-peser et de vous dire bon, bah, peut-être qu'on peut s'économiser 3 ans de procédure en frais et en charge mentale et négocier maintenant et trouver un accord sur la base de l'avis du CCIRA. En fait, c'est vraiment ça pour moi, l'avis du CCIRA, c'est un terreau propice pour négocier et pour peut-être s'économiser du temps de procédure, surtout que l'avis du CCIRA, il me semble, c'est 6 mois. Enfin, ça va très vite la procédure devant le CCIRA. Très rapide.
Et ça donne effectivement, comme disait Marie-Cécile, une orientation sur ce qu'on risque d'avoir derrière en décision du juge, mais qui pour le coup prendra pas 6 mois, prendra plutôt 3 ans. Très bien. Écoutez, merci, très clair. Alors, il est temps maintenant le webinaire touche à sa fin. Je tiens à vous remercier chaleureusement toutes les deux pour cette présentation très dense. Pour rappel, le webinaire sera disponible en replay sur les chaînes YouTube du cabinet Fresco et également sur la chaîne YouTube de LexisNexis. Merci à nouveau. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.